J'étais aux soins intensifs, me remettant d'une opération, lorsque la femme de mon fils m'a appelé et m'a dit « Nous n'amènerons pas les enfants vous voir. Les hôpitaux sont traumatisants. » Mon fils a ajouté « Ils se souviendront de vous comme vous étiez. » J'ai gardé le téléphone en silence, branché à des machines. Une infirmière m'a essuyé les larmes. 6 mois plus tard, ils ont appelé des urgences. Mais le nom sur le formulaire de contact d'urgence disait maintenant « Je m'appelle Johan Whittaker. J'ai 64 ans. J'ai vécu à Decatur, en Géorgie, la majeure partie de ma vie. J'ai travaillé au lycée Southwest de Calgary comme secrétaire du bureau principal pendant plus de 30 ans. Les gens disaient toujours que j'étais celle qui restait calme dans le chaos. J'étais la dame qui faisait fonctionner les choses lorsque le proviseur oubliait les réunions ou lorsque les enfants arrivaient en pleurant parce qu'ils avaient perdu leur sac à dos. J'aimais être utile. J'ai élevé mon fils unique, Aaron, seul. Son père est parti quand Aaron avait 7 ans. Je me souviens de cette nuit comme si cela venait de se produire. Nous étions assis sur le canapé à regarder la roue de la fortune. Mon mari s'est levé pendant une coupure publicitaire et a dit « J'en ai fini de faire semblant que c'est ce que je veux. » Puis il est parti. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai répondu, juste du son d'Aaron qui pleurait doucement dans le couloir. Après ça, il n'y avait plus que moi et Aaron. Je ne me suis jamais remarié. J'ai eu quelques rendez-vous, mais ça n'a jamais marché. Aaron était ma priorité. Je lui ai donné mon temps, mon énergie, ma santé. J'ai assumé des tâches supplémentaires au travail pour payer ses appareils dentaires, ses camps de sport, ses voyages scolaires. Lorsqu'il a grandi et est allé à l'université avec une bourse partielle, je l'ai aidé avec les livres et le loyer. Je me souviens avoir sauté mes propres rendez-vous chez le médecin pour m'assurer que ses frais de scolarité étaient payés. Je ne le regrette pas à l'époque, en tout cas. Après ses études, il a rencontré Jenna. Elle était calme et polie au début, souriait toujours, disait toujours merci. Elle travaillait dans une sorte d'entreprise technologique. J'ai essayé de ne pas m'immiscer dans leurs affaires, mais quelque chose en elle me semblait froid. Elle n'était pas méchante, juste distante. Je l'ai attribuée à des différences de personnalité. Aaron semblait heureux, alors j'ai souri. Ils se sont mariés et ont eu 2 enfants, un garçon nommé Nolan et une fille nommée Harper. Être grand-mère a été le meilleur moment de ma retraite. Je les ai gâtés. Je leur ai fait des courtes pointes, leur ai acheté des livres, j'ai cuit tous les dimanches. Je n'ai jamais manqué un anniversaire. Lorsque Jenna est retournée au travail, c'est moi qui gardais les enfants après l'école. Personne n'a jamais eu à demander, je me suis simplement présenté. C'était la vie, ou du moins je le croyais. L'année dernière, j'ai commencé à avoir des problèmes d'estomac, ballonnements, douleurs, nausées. Je l'ai d'abord ignoré, pensant que c'était du stress ou de la mauvaise nourriture. Lorsque je suis finalement allé faire des examens, ils ont trouvé quelque chose d'inquiétant. Ce n'était pas un cancer, Dieu merci, mais ils devaient opérer. Le chirurgien a dit qu'il était préférable de l'enlever immédiatement. L'intervention serait difficile, je serais à l'hôpital au moins 1 semaine, voire plus. Je l'ai dit à Aaron, il a dit « Faites-moi connaître les détails, nous trouverons une solution. » Jenna n'a rien dit. Le jour de l'opération est arrivé. J'ai été conduite au bloc opératoire à 6h45. Je ne me souviens de rien jusqu'à ce que je me réveille aux soins intensifs. J'avais mal à la gorge, j'avais l'impression que mon estomac avait été déchiré, ce qui était en quelque sorte le cas. J'avais des tubes dans les bras et des machines qui bipaient des 2 côtés. Une infirmière a dit que j'avais eu de la chance, pas de complications. J'ai hoché la tête, je me suis rendormi. Les jours suivants ont été difficiles. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas bouger sans douleur, je devais utiliser un bassin comme un enfant en bas âge. J'avais l'impression de n'avoir plus aucune dignité. Pourtant, j'ai gardé mon téléphone à proximité, pensant qu'Aaron pourrait appeler, ou peut-être que Jenna amènerait les enfants faire une courte visite. Rien. Le 3e jour, le téléphone a enfin sonné. C'était Jenna. Sa voix était plate, comme si elle s'ennuyait. « Salut Johan. Je voulais juste te faire savoir que nous n'amènerons pas les enfants à l'hôpital. Les hôpitaux sont traumatisants pour les enfants. Ce n'est pas bon pour eux de te voir comme ça. » J'étais tellement surprise que je n'ai rien dit. Puis Aaron a pris le téléphone. « Maman, a-t-il dit, comme s'il expliquait quelque chose d'évident, nous pensons simplement qu'il est préférable qu'ils se souviennent de vous comme vous étiez quand vous étiez en bonne santé, forte,
pas comme ça. Je ne savais pas quoi dire. Ma gorge s'est refermée, mon corps me faisait mal, mais ça c'était un autre type de douleur. J'ai juste murmuré, d'accord. Puis la ligne est tombée. Je n'ai pas pleuré à haute voix, juste des larmes silencieuses qui coulaient sur mes joues. Une infirmière est venue et les a essuyées. Elle n'a rien dit, elle a juste donné une petite pression à ma main. C'était plus de gentillesse que je n'en ai reçu de ma propre famille. Ils ne sont jamais venus, n'ont jamais pu vérifier pendant ce séjour à l'hôpital. Lorsque j'ai reçu mon congé, Patricia, ma voisine, est venue me chercher. Elle m'a apporté de la soupe, a changé mes bandages, et est restée éveillée tard pour s'assurer que je ne tombais pas dans la salle de bain. Aaron n'est jamais passé. Je suis restée silencieuse. Je n'ai pas discuté ni réclamé d'excuses, mais quelque chose en moi a commencé à pourrir. J'ai repensé aux années de sacrifice, les anniversaires où je n'ai pas eu de cadeau pour qu'Aaron puisse avoir ce dont il avait besoin, les week-ends que j'ai passés seul pendant qu'il partait en voyage, Noël où j'ai mis mon alliance en gage pour lui acheter un ordinateur portable. Et maintenant me voici, laissé à pourrir dans un lit d'hôpital tandis que la femme de mon fils m'expliquait, comme si j'étais un fardeau, que les enfants ne devaient pas me voir comme ça. 3 mois plus tard, rien n'avait changé. Aaron m'a envoyé un texto une fois, un message de groupe avec une photo de Nolan au football, pas de message personnel, pas de suivi. J'ai répondu avec un emoji en forme de cœur, il n'a pas répondu. J'ai cessé de rendre visite à leur maison, j'ai cessé de proposer de garder les enfants. Je me suis retiré tranquillement. Je ne voulais pas me battre, je ne voulais pas supplier. Mais je suis allé voir mon avocat. J'ai mis à jour mon testament. J'ai retiré Aaron de ma liste de contacts d'urgence et de mon procureur médical. Je l'ai remplacé par Patricia. Elle avait montré plus d'amour en une semaine que mon fils en un an. Puis est arrivé l'appel. C'était un jeudi après-midi. Je lisais sur mon porche, le téléphone a sonné. C'était les urgences du Grady Memorial. Bonjour, nous recherchons Joanne Whittaker. Vous êtes inscrite comme contact d'urgence pour Aaron Dillard. Vous étiez sur un ancien fichier, mais nous voyons que des mises à jour ont été effectuées. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Que s'est-il passé, ai-je demandé. Il a eu un accident mineur. Il va bien, mais nous devons confirmer les contacts. Le fichier actuel indique une Jenna Dillard et une Patricia Long. Je me suis figé. Patricia Long, ai-je demandé. Oui, madame. Elle est inscrite comme remplaçante. J'ai raccroché et je suis allé directement chez Patricia. Elle était déjà à la porte, l'air nerveuse. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Je n'ai pas demandé à être inscrite. Peut-être qu'il a juste supposé, puisque je vous ai aidé. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Mon propre fils m'avait remplacé par ma voisine, celle qui était là quand lui ne l'était pas. Je suis rentré à la maison et je suis resté dans le noir pendant longtemps. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, mais quelque chose en moi s'est mis en place. J'en avais fini d'attendre d'être aimé. Maintenant, j'allais prendre soin de moi. Et qu'il le sache ou non, il venait de déclencher une série d'événements qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Après cet appel de l'hôpital, je n'ai pas dormi pendant 2 jours. Je n'arrêtais pas de le repasser dans ma tête, Aaron avait utilisé Patricia comme contact d'urgence, pas moi, sa propre mère. Je ne lui ai pas dit que je savais, je n'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé de texto. J'ai juste regardé. 2 semaines plus tard, Patricia est passée avec du pain aux bananes. Elle avait l'air mal à l'aise. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit. Aaron est venu. Je me suis redressé. Il m'a demandé si je pouvais aller chercher les enfants à l'école la semaine prochaine. Jenna part en voyage pour le travail, et il a des réunions. Il a dit que vous étiez trop imprévisible maintenant, qu'il ne voulait pas prendre le risque de dépendre de vous. Mon visage est devenu engourdi. Je n'ai pas dit oui, a-t-elle ajouté rapidement. Je lui ai dit que j'avais des choses à faire. Je l'ai remercié, mais je tremblais intérieurement. Trop imprévisible ? Parlons d'imprévisible. Était-ce prévisible que j'élève un garçon seul pendant 2 décennies, que je lui donne toute ma vie, puis que je sois mise de côté comme si je n'avais plus d'importance ? Était-ce prévisible que je sois traité comme une obligation dès que je suis devenu trop faible pour cuire ou garder les enfants? Non. Mais je suppose que c'était prévisible que Jenna me pousserait lentement hors de leur vie. Je ne voulais tout simplement pas le voir.
Jenna avait planté une graine de discorde pendant des années. Au début, c'était de petites choses, changer les plans de vacances à la dernière minute, ne pas m'inviter aux pièces de théâtre de l'école des enfants, dire qu'ils avaient déjà assez d'aide. J'ai laissé passer, car je pensais qu'elle changerait d'avis, mais elle ne l'a pas fait. Elle a pris, et Aaron l'a laissé faire. Pire encore, il s'est joint à elle. Et maintenant, ils essayaient de me remplacer. Alors j'ai fait un plan. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas dramatique, mais ça aurait de l'importance. D'abord, j'ai rappelé mon avocat. Nous avons finalisé la fiducie, pas le testament, la fiducie. Je l'ai mise en place de sorte que tout ce que je possédais, chaque compte, chaque assurance vie aille à Nolan et Harper, pas à Aaron, pas à Jenna. L'argent serait bloqué dans une fiducie, il ne pourrait pas y toucher avant que les enfants aient 25 ans, et Patricia serait la fiduciaire. La clause était simple, si quelqu'un essayait d'y accéder avant que les enfants soient majeurs, tout serait donné à un hôpital pour enfants. Je n'ai rien dit à personne. Puis j'ai commencé à tenir un journal. J'ai documenté chaque visite manquée, chaque fois que j'ai offert de l'aide et que j'ai été éconduite, chaque fête où j'ai été laissé seul. Ce n'était pas pour le tribunal, ce n'était pas pour le drame, c'était juste au cas où ils essayeraient un jour de peindre un tableau différent. Pendant ce temps, Patricia a continué à recevoir de petites demandes d'Aaron, pouvait-elle aider à aller chercher les enfants? Pouvait-elle garder les enfants un samedi pour qu'ils puissent prendre une pause mentale avec Jenna? Il était poli, même charmant. Je connaissais ce côté de lui, mais c'était transactionnel, il voulait de l'aide, pas de la connexion. Je n'ai jamais rien dit, j'ai juste regardé. Puis est venu l'anniversaire de Nolan en mars. J'avais l'habitude de cuire son gâteau chaque année. Cette année, je n'ai même pas été invité. J'ai vu des photos sur Facebook plus tard, un gâteau acheté en magasin, des décorations en plastique, Jenna souriant avec ses parents. Je n'étais pas sur une seule photo. 2 jours plus tard, Nolan est arrivé sur mon porche après l'école. Je voulais te remercier pour le kit scientifique, a-t-il dit. C'était mon cadeau préféré. Je l'ai serré si fort que j'ai cru lui casser les côtes. Puis il a demandé, pourquoi tu n'es pas venu à ma fête? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'étais pas invité, mon chéri. Il a froncé les sourcils. Mais papa a dit que tu n'avais pas envie de venir. Je ne l'ai pas corrigé, je ne voulais pas mettre ce poids sur un enfant de 8 ans. J'ai juste souri et j'ai dit, la prochaine fois, peut-être pourrons-nous faire notre propre petite fête. Il s'est illuminé. Peut-on refaire des biscuits? Bien sûr. Ce soir-là, j'ai pleuré plus fort que depuis l'hôpital. C'est à ce moment-là que j'ai su que je n'étais pas seulement blessé, j'étais en train d'être effacé. Il ne m'oubliait pas seulement, il réécrivait l'histoire. Puis est arrivé le rebondissement que je n'avais jamais vu venir. La sœur de Jenna, Melissa, m'a appelé de nulle part. Nous ne nous étions rencontrés que quelques fois, elle vivait à Chattanooga et ne venait jamais en visite. Je sais que nous n'avons jamais été proches, a-t-elle dit, mais j'ai pensé que tu devais savoir quelque chose. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Il y a eu des discussions dans la famille. Jenna a dit que vous perdiez la tête, que vous montrez des signes précoces de démence, a-t-elle dit. C'est pourquoi vous n'étiez pas à la fête de Nolan, c'est pourquoi Aaron a dû faire un pas en arrière. Mon estomac s'est écroulé. Quoi, ai-je murmuré. Elle a dit, c'est pourquoi je vous le dis. Je n'y crois pas, mais d'autres commencent à le croire. J'étais stupéfaite. Ma voix tremblait. Je n'ai jamais fait ça. C'est un mensonge. J'ai pensé. Melissa a dit, c'est pourquoi je vous le dis. Je ne sais pas quel est son plan, mais ce n'est pas juste. J'ai raccroché et je suis resté assise en silence. Ils ne me mettaient pas juste de côté, ils me diffamèrent pour le justifier de sorte que lorsque je disparaîtrais enfin de leur vie, ils pourraient se dire et dire à tous les autres que ce n'était pas de leur faute, que je disparaissais simplement. Mais je ne disparaissais pas, je regardais, je documentais, et ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver ensuite. Après cet appel téléphonique de Melissa, j'ai à peine dormi. Ma tête n'arrêtait pas de tourner. Il disait que j'avais de la démence non seulement à la famille, mais aussi à des amis, des voisins, des enseignants à l'école des enfants, à tous ceux qui pourraient se demander pourquoi grand-mère Joanne n'était plus là. Jenna préparait le terrain pour mon effacement, et Aaron il laissait faire, ou pire, il aidait. J'ai commencé à creuser. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais j'ai commencé par me connecter au portail de l'école où j'étais autrefois inscrite comme ramassage d'urgence.
Je n'y étais pas allé depuis des mois, mais j'avais toujours mes identifiants. Parti. Mon nom avait été complètement retiré des dossiers scolaires de Nolan et Harper, aucun droit de ramassage, aucune grand-mère inscrite. Patricia était maintenant inscrite, ainsi que la mère et le père de Jenna. Aucune mention de moi. J'avais l'impression d'être morte et que personne ne me l'avait dit. Alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin. Je lui ai tout raconté. J'ai demandé un examen cognitif complet, les résultats écrits, le tout. Elle avait l'air confuse mais n'a pas posé beaucoup de questions. Nous avons fait les tests, rappel de la mémoire, résolution de problèmes, même motricité. J'ai réussi tout, en fait, mes scores étaient supérieurs à la moyenne pour mon âge. Je ne vois aucun signe de déclin cognitif, Joanne, a-t-elle dit. Pourquoi vouliez-vous ça? Je n'ai pas répondu, j'ai juste demandé qu'il soit écrit. J'en ai fait 3 copies, j'en ai rangé une dans ma boîte inifugée, une chez mon avocat, et la 3e, je l'ai scellée dans une enveloppe, j'ai écrit le nom d'Aaron à la main sur le devant, et je l'ai laissé aux soins de Patricia. Je lui ai dit, s'ils disent un jour que je ne sais pas ce que je fais, donnez ceci à celui qui écoute. Elle a hoché la tête, n'a pas posé de questions. C'est ce que j'aimais chez Patricia. Mais le jeu avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de négligence, il s'agissait de contrôle. Et j'ai commencé à remarquer d'autres choses aussi. Au début, je pensais être paranoïaque, mais ça s'est accumulé. Nolan a cessé de m'envoyer des textos depuis son iPad. J'avais l'habitude de recevoir de petits messages, « Salut grand-mère » ou des photos de dessins. Puis plus rien. J'ai demandé à Patricia, et elle m'a dit que Jenna avait mis en place de nouvelles restrictions sur son appareil, pas de messages externes, avait-elle dit à Nolan, pour la sécurité. Le genre de sécurité qui empêche un garçon de voir sa grand-mère. J'ai gardé tout pour moi. Je n'ai pas divagué, je n'ai pas envoyé de texto en colère. C'est probablement ce qu'il voulait que je fasse pour qu'il puisse le montrer et dire que j'étais instable. Au lieu de cela, j'ai attendu. Puis, juste au moment où je pensais qu'il ne pouvait plus tordre le couteau, quelque chose s'est produit qui m'a tout dit sur ceux à qui j'avais affaire. C'était en avril, un samedi ensoleillé. Je suis allé chez Walmart pour faire les courses. Je poussais mon chariot dans le parking lorsque j'ai vu le SUV d'Aaron. Jenna conduisait, Aaron était sur le siège passager, les enfants étaient à l'arrière. Ils m'ont vu, je sais qu'ils m'ont vu, mais la voiture ne s'est pas arrêtée. Jenna a détourné le visage, Aaron a regardé droit devant, comme si j'étais invisible. Harper a appuyé sa petite main contre la fenêtre. Puis ils sont partis. Je suis resté là dans le parking, tenant un lasagne surgelé, ayant l'impression que quelqu'un m'avait coupé le souffle. Et c'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être triste. C'est à ce moment-là que je suis devenu en colère, pas le genre de colère qui vous fait crier ou jeter des choses, le genre de colère qui devient silencieuse, le genre qui fait des plans. Je suis rentré à la maison, j'ai fait une liste. Je l'ai intitulée « S'ils veulent que je parte, voyons comment ils aiment ça ». Première étape, j'ai appelé Mélissa. Je lui ai parlé du retrait de l'école, de la liste de contacts de l'hôpital et du blocage de l'iPad. Elle était horrifiée. « Ils vous isolent ?» a-t-elle dit. J'ai vu cela arriver dans des affaires de maltraitance des personnes âgées. Deuxième étape, j'ai commencé à faire de petits cadeaux pour les enfants, artisanat, lettres, journaux. J'ai daté chacun d'eux et je les ai rangés dans une boîte étiquetée, pour quand ils seront assez grands pour poser des questions. Je n'allais pas les laisser grandir sans connaître la vérité. Troisième étape, j'ai parlé à mon pasteur de l'église où j'allais avec Aaron avant que Jenna ne soit mal à l'aise avec la religion organisée. Je lui ai tout raconté. J'ai demandé s'il pouvait enregistrer une conversation avec moi, juste une simple, en vidéo. J'ai parlé de ma vie, de ma santé, de mes souvenirs, de ma famille. Je me suis tourné vers la caméra et j'ai dit, je suis saine d'esprit. Je ne suis pas confuse. Je sais ce qui se passe, et je leur pardonne, mais je ne les laisserai pas m'effacer. Il a hoché la tête tout le temps, a dit, vous n'êtes pas folle, Joanne. Ce sont eux qui ont quelque chose à cacher. J'ai fait 3 copies de cette vidéo, une pour les dossiers de la fiducie, une pour la boîte à souvenirs des enfants, et une pour le jour où les mensonges de Jenna la rattraperont. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Patricia est venue avec une drôle d'expression sur le visage. Je pense que Nolan a compris quelque chose, a-t-elle dit. Que voulez-vous dire? Il m'a demandé pourquoi vous n'aviez pas appelé à Pâques.
Il a dit, vous aviez toujours l'habitude de faire ces biscuits en forme de lapin. Il a dit, grand-mère nous a-t-elle oubliés? J'ai secoué la tête, la poitrine serrée. Je lui ai dit, peut-être que vous n'avez pas oublié, a dit Patricia. Peut-être que les adultes cachent parfois des choses aux enfants. Le lendemain, Nolan a laissé un mot dans la boîte aux lettres de Patricia. Il disait, grand-mère, si tu reçois ça, tu me manques. Je n'ai pas oublié. J'ai toujours tes chaussettes de dinosaure. Amour, Nolan. J'ai pleuré en le lisant. Puis j'ai pris ma décision. Je n'allais pas seulement survivre à leurs mensonges, j'allais brûler tous les ponts qu'ils ont construits sur la malhonnêteté. Et le moment venu, ils découvriraient ce que c'est que d'être coupés non seulement de l'argent ou du confort, mais du genre d'amour qu'ils pensaient pouvoir tenir pour acquis. Parce que je n'avais pas besoin de crier, je n'avais pas besoin de confronter, j'avais juste besoin d'attendre. Et pendant que j'attendais, j'ai continué à construire une vie sans eux, un héritage qu'ils ne pouvaient pas toucher, et une vengeance qu'ils ne verraient jamais venir. 6 mois se sont écoulés après cette lettre de Nolan. Je n'ai pas répondu pas directement. Je le voulais vraiment, mais je savais que si je répondais, cela causerait des problèmes. Jenna m'accuserait de franchir les limites, et Aaron se replierait comme toujours. Je savais que la seule façon d'atteindre ses enfants était d'attendre d'avoir quelque chose qui ne pouvait pas être nié, quelque chose de permanent. Ce moment est arrivé plus vite que je ne le pensais. Fin octobre, j'ai reçu un nouvel appel de Melissa. Sa voix était aiguë, comme si elle retenait quelque chose. Tu dois savoir ce que Jenna fait, a-t-elle dit. Elle a dit au patron d'Aaron que vous aviez reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer précoce. Elle lui a dit que c'est pourquoi Aaron était distrait au travail. Elle vous utilise pour couvrir ses erreurs. Quoi, ai-je dit, stupéfaite. C'est de la diffamation. Je l'ai pas écrit, a dit Melissa. Elle me l'a envoyé par erreur, elle voulait l'envoyer à sa mère. Elle l'a transmise. Je l'ai ouverte, Aaron est encore en retard au travail. J'ai dit à son patron que c'est parce que sa mère décline rapidement le coup émotionnel. Ils l'ont cru. MDR. Ce MDR m'a fait quelque chose que je ne peux pas expliquer. J'ai pris la capture d'écran, je l'ai imprimée, je l'ai ajoutée au dossier avec les formulaires scolaires, les notes de l'hôpital, la vidéo de mon pasteur, les résultats des tests de mon médecin et les lettres de Nolan. J'ai appelé mon avocat. Il est temps d'activer la fiducie, ai-je dit. Il a fait une pause. Êtes-vous sûr? Oui. Mais j'ajoute une autre condition. Je lui ai dit ce que je voulais. Il a dit, c'est dur. J'ai dit, c'est honnête. Une semaine plus tard, j'ai organisé un brunch chez moi. J'ai invité Patricia, Melissa, mon avocat et le pasteur. Nous nous sommes assis autour de ma table à manger pendant que je signais la version finale de la fiducie et du testament. Les termes étaient hermétiques, tout ce que je possédais dans ma maison, ma pension, mes économies, mon assurance vie serait placé dans une fiducie protégée pour Nolan et Harper. Ils ne pouvaient pas toucher un centime avant d'avoir 25 ans. Si quelqu'un contestait la fiducie, quelqu'un, en particulier Aaron ou Jenna, chaque centime irait plutôt à un organisme à but non lucratif qui aide les personnes âgées maltraitées et abandonnées. Mon avocat, mon pasteur et Patricia étaient tous témoins. Mais ce n'était pas tout. Il y avait une clause finale, une clause personnelle, une lettre écrite à Nolan et Harper, scellée à l'intérieur. Je leur ai tout raconté, pas d'une manière amère, pas pour les retourner contre leurs parents, mais pour dire la vérité. J'ai écrit, vos parents ont fait des choix. Ils n'étaient pas honnêtes. Ils ne m'ont pas traité avec gentillesse quand j'en avais le plus besoin. Mais cela ne signifie pas que j'ai cessé de vous aimer. Je ne l'ai jamais fait. Cette fiducie n'est pas une vengeance, c'est la preuve que je crois toujours en vous. Vous pouvez grandir pour être meilleur que ce que vous avez vu. Je crois que vous le ferez. Un mois plus tard, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Aaron a perdu son emploi. Melissa avait raison, il était sous-performant depuis un moment. Il avait des excuses, mais son patron n'y croyait plus. Puis la sœur de Jenna a divulgué le message texte, celui où elle disait que je déclinais et qu'elle avait menti à son employeur à ce sujet. Les RH sont intervenus. Ce n'était pas seulement non professionnel, c'était de la diffamation personnelle contre une tierce personne, moi. Aaron a été licencié. Il m'a appelé 2 jours plus tard, pour la première fois en plus d'1 an. J'ai presque refusé de répondre, mais je l'ai fait. Sa voix était petite. Maman, j'ai besoin de te parler. J'écoute.
Je sais que nous avons été distants. Les choses se sont compliquées. Jenna et moi, nous n'avons pas géré les choses correctement. Vous avez menti à votre patron à propos de moi. Il a fait une pause. Ce n'était pas moi. C'était Jenna. Elle essayait juste d'aider. Non, ai-je dit. Elle essayait de contrôler le récit, et vous l'avez laissé faire. Il ne l'a pas nié. J'ai perdu mon emploi, a-t-il finalement dit. Nous avons des difficultés. Je sais que c'est beaucoup, mais si quelque chose vous arrive, j'espère que vous envisagerez de nous aider, pour les enfants. J'ai attendu. Puis j'ai dit, il y a une fiducie créée pour les enfants. Tout ce que je possède leur revient. Vous n'êtes pas bénéficiaire. Silence. Il n'a pas parlé pendant 10 secondes. Vous me coupez? Je l'ai déjà fait. Il a commencé à élever la voix. Êtes-vous sérieuse? Après tout ce que j'ai fait pour vous? Je l'ai interrompu. Tout ce que tu as fait pour moi? Tu veux dire m'abandonner aux soins intensifs, dire à tes enfants que je ne me souciais pas d'eux, laisser ta femme convaincre les gens que j'avais de la démence, me remplacer sur les formulaires d'hôpital, mentir à ton travail? C'est ce que tu appelles tout? Il s'est tu. Tu dois te regarder dans une glace, Aaron, ai-je dit. Je t'ai élevé mieux que ça. Mais j'en ai fini d'attendre que tu agisses comme un fils. J'ai raccroché. Je ne l'ai plus jamais entendu. Avance rapide jusqu'à maintenant. Cela fait 9 mois depuis cet appel. Jenna l'a quitté, a pris les enfants, et retourné vivre chez ses parents. Aaron a déménagé dans un plus petit appartement, a essayé de créer sa propre entreprise, ça a échoué. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il travaillait dans un entrepôt. Patricia habite toujours à côté, nous prenons le café tous les samedis. Nolan et Harper, ils vont bien. Melissa s'assure que j'ai des nouvelles, elle vient en visite quand elle le peut. Elle est la seule dans cette famille à avoir vu clair dans le jeu de Jenna dès le début. Quant à moi, je ne me suis jamais senti aussi clair. Je vais chez mon médecin tous les 6 mois, aucun signe de problème cognitif. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes. Je raconte des histoires aux enfants, j'apporte des biscuits. Et de temps en temps, je sors la boîte à souvenirs scellée et les lettres, les photos, les journaux et j'y ajoute un peu plus. Un jour, ces enfants seront assez grands pour l'ouvrir, pour le lire, pour comprendre. Et quand ils le feront, ils sauront que leur grand-mère ne les a pas oubliés. Elle a été mise de côté, mais elle n'a jamais abandonné.